Bonsoir. Bienvenue à cette dernière conférence du 6e Salon maçonnique de Toulouse, qui sera consacrée à un musicien toulousain qui s'appelle Bernard Aimable Dupuis, qui est musicien et franc-maçon. D'où la juste place qu'il aura dans ce salon, en plus évidemment de ses qualités musicales. Notre conférencier sera donc Michel Brun, qui est, on va dire, le découvreur de Bernard Aimable Dupuis et surtout de son œuvre Le Triomphe des Arts. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, Michel Brun est instrumentiste et chef d'orchestre, instrumentiste flûtiste, ancien professeur au conservatoire de Toulouse de flûte traversière et de musique de chambre baroque. Ensuite, notre second intervenant, que vous connaissez bien sûr, c'est Daniel Chartagnac, qui est donc le président de l'ITEM, l'Institut toulousain d'études maçonniques, qui a organisé évidemment ce 6e salon. Lui, il s'intéressera plutôt à l'aspect maçonnique, évidemment, et puisque c'est un historien de la franc-maçonnerie. Donc, je vais tracer un bref portrait de Michel Brun. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, il a cette double carrière d'instrumentiste et de chef d'orchestre. D'abord instrumentiste, bien sûr, puisqu'on commence en général par le travail sur un instrument avant de passer au travail beaucoup plus global et beaucoup plus élaboré quelque part de chef d'orchestre. Il est donc le fondateur, alors là, en tant que chef d'orchestre, de l'ensemble baroque de Toulouse, en 1998, qui est donc un de nos ensembles de référence à Toulouse, et du chœur baroque de Toulouse, qu'il a fondé par la suite en 2008. Ces deux formations travaillent souvent ensemble, lorsque évidemment les œuvres le réclament. L'ensemble baroque de Toulouse, c'est une formation, on va dire, pour employer un terme, à géométrie variable, c'est-à-dire qui peut aller du quintet ou du quatuor jusqu'aux 50 musiciens lorsque l'œuvre, évidemment, l'exige. Et cet ensemble baroque est donc une formation de référence à Toulouse. C'est la seule, d'ailleurs, par rapport à la musique baroque, officielle, professionnelle. Et elle s'est attachée pendant de nombreuses années, finalement, à faire connaître à Toulouse un certain répertoire baroque, bien sûr. Alors, bien sûr, ça va de Monteverdi, qui est quand même quelqu'un déjà de très connu, mais aussi d'autres auteurs, dont, par exemple, ce Bernard Aimable Dupuis. Et depuis quelques années, elle se consacre aussi, principalement, majoritairement, si on va dire, à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, puisqu'il y a deux grandes manifestations toulousaines qui, donc, sont organisées par l'ensemble baroque de Toulouse. Il y a, d'une part, le Paston Bach, d'abord, qui est la seconde, en fait, des manifestations dans l'ordre chronologique, puisqu'elle date, je crois, de 2007, et une première qui était Cantate sans filet, qui a quand même un objectif assez extraordinaire, c'est de fond de présenter à Toulouse les 200 cantates de Jean-Sébastien Bach. Alors évidemment, ça a commencé donc en 2007, et si l'on continue, et on va continuer, et vous allez continuer, jusqu'en 2025, en fait. Donc c'est un vaste parcours dans ce monde de la musique de Jean-Sébastien Bach. Je vais laisser d'ailleurs donc Michel vous parler plus précisément de ces deux manifestations, en précisant tout de même que ce travail qui est fait sur Jean-Sébastien Bach est un travail qui est reconnu bien sûr à Toulouse, mais reconnu nationalement et internationalement. Michel. Alors, bonsoir à tous, merci de votre présence. Voilà, donc avant d'aborder le sujet de cette conférence, qui est donc Bernard Aimable Dupuis et la recréation d'une de ses œuvres phares, Le Triomphe des Arts, donc un petit mot qui complète cette présentation. Donc voilà, il y a maintenant une douzaine d'années, nous avons décidé d'entreprendre une intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach. C'est une chose qui est en réalité assez original en France, puisque Jean-Sébastien Bach n'est pas un compositeur de chevet, on va dire. Bien sûr, sa musique est connue, mais par contre, si on compare aux pays germaniques, et en particulier l'Allemagne, les cantates de Bach sont données d'une manière, on va dire, fréquente et presque rituelle en Allemagne, et ça n'est pas le cas en France. Et une deuxième comparaison qu'on peut faire, c'est celle des passions. Les deux passions qu'on a retrouvées de Jean-Sébastien Bach, vous savez peut-être qu'il en a écrit 5, mais il y en a 3 de perdus.
à notre grand regret, et les passions sont données en France de manière, on pourrait dire, au compte-gouttes, d'une certaine manière. Nous-mêmes, nous avons donné, il y a maintenant, donc il y aura bientôt 3 ans, la Passion selon saint Matthieu à Toulouse. Ça a été un événement parce que cette Passion n'avait pas été donnée depuis au moins 4 ou 5 ans, et depuis que nous l'avons donnée, elle n'a pas été redonnée. Or, en Allemagne, par exemple, durant la Semaine Sainte, les passions sont données, on va dire, voilà, couramment, extrêmement couramment. Ça fait rire une de mes anciennes élèves qui joue dans un orchestre, alors non pas allemand, une de mes anciennes élèves de flûte du conservatoire, mais qui joue dans un orchestre néerlandais et qui me dit que toutes les Semaines Saintes, aux Pays-Bas, elle part pour des tournées de 7, 8, 9, 10 passions. Voilà. Et en France, à Toulouse, donc elle habite à Amsterdam, capitale, enfin, ville très importante, on pourrait dire, mais à Toulouse, une ville non moins importante, eh bien, on peut dire que donc, la Passion selon saint Matthieu n'a pas été redonnée depuis 2 ans, et si nous ne l'avions pas donnée il y a 2 ans, n'aurait peut-être pas été donnée depuis une dizaine d'années. Voilà. C'est vous dire le différentiel sur ce compositeur. Mais je ne voudrais pas être trop long là-dessus, puisque notre sujet n'est pas là. Donc, Cantate sans filet vise à donner l'intégrale des 200 cantates de Jean-Sébastien Bach. Là aussi, il y a des pertes. Il a composé 300 cantates, on en a perdu une centaine, essentiellement à cause d'un de ses fils qui a dispersé ses partitions. Ces œuvres sont des œuvres un petit peu particulières. Si vous voulez, elles correspondent vraiment à quelque chose dans la composition, c'est-à-dire que la musique que composait Jean-Sébastien Bach n'est pas essentielle. On lui confiait le rôle qu'on confiait dans toutes les villes allemandes à l'époque à un compositeur, au Kapellmeister local, d'illustrer le texte liturgique de la semaine. Voilà. Et donc, on pourrait dire, oh là là, Jean-Sébastien Bach, c'est formidable ce qu'il a fait, il a composé 300 cantates de Bach. Mais c'est un petit bras à côté de Telemann qui en a composé 3000. Voilà, à côté. Parce que, alors évidemment, aucune comparaison entre les deux œuvres. Les cantates de Telemann sont courtes, en général elles sont confiées à un seul soliste, alors que les cantates de Bach sont très sophistiquées, pour un chœur, plusieurs solistes, etc. etc. On ne peut pas comparer, mais enfin, en tout cas, on peut dire que c'était de la musique courante qui accompagnait la liturgie, qui était d'ailleurs rarement jouée dans sa suite continue, mais qui était saucissonnée au moment de la liturgie qui durait 3 ou 4 heures, la liturgie à l'époque. Et donc, la musique n'était pas essentielle. Donner donc ces cantates comme des œuvres de concert ne marche pas. Et donc, nous avons réfléchi avec mes amis musiciens à une manière de les donner qui corresponde mieux aux œuvres. C'est pour ça que nous avons inventé ce concept, on pourrait dire, de cantate sans filet, c'est-à-dire que nous donnons ces œuvres avec une seule et unique répétition publique. Le public est invité à entendre les premières notes que nous faisons ensemble au moment de la cantate, voilà. Et le public, d'ailleurs, même non mélomane, remarque qu'au début, c'est pas terrible, voilà. Au début, c'est pas ensemble, c'est pas très juste. Au début, on sait pas quelles intentions musicales donner. Et puis, petit à petit, au fil d'une répétition d'1 heure et demie, nous construisons l'interprétation de la cantate, et nous construisons également une autre chose qui est donc que j'essaie de donner des clés d'écoute au public sur ces œuvres qui ne sont donc pas des œuvres de musique pure, mais qui sont des œuvres censées illustrer un texte liturgique. Et c'est très important de comprendre ça parce qu'à l'époque baroque, bien sûr, les compositeurs avaient pour rôle d'illustrer à travers leur musique le texte, et que si on détache cette musique du texte, presque ça ne veut rien dire, on passe à moitié de l'essentiel de l'œuvre. Voilà. Et le deuxième, donc voilà, 1 heure et demie de répétition. À la fin, nous donnons la cantate, et comme les cantates se terminent toujours par un choral, qui est une courte pièce chantée, disons, avec une mélodie très simple, nous faisons chanter le public. Donc j'ai le plaisir en général d'entendre, il y a 4 à 500 personnes, parfois un petit peu plus encore, qui viennent écouter les cantates. Donc 4 ou 500 personnes, dont certaines chantent très bien, d'autres moins bien, et d'autres pas bien du tout, et tous chantent ensemble. Voilà. Et donc c'est merveilleux parce que c'est vraiment un moment de communion, non religieux, mais quand même de communion à travers la musique. Voilà. Passe ton bac. Voilà. Et deuxième, et je serai bref parce que sans ça on n'arrivera jamais à notre ami Bernard Aimable. Deuxième comment dirais-je, projet que nous avons fondé avec l'ensemble, donc le festival Passe ton bac d'abord, qui lui aussi a une douzaine d'années à peu près. Nous allons, je crois, faire la 13e édition en 2020 et qui lui vise à donner une centaine de concerts autour de Jean-Sébastien Bach en un week-end. Donc un week-end de juin.
100 concerts dans la ville, dans une trentaine de lieux différents de la ville, des lieux patrimoniaux, des bars, des cours d'hôtels particuliers, etc., et des salles de concert. Voilà. Et Bach est donné là, on va dire, de différentes manières, c'est-à-dire de manière classique et de manière non classique. Il y a des musiciens de musique actuelle qui s'emparent de la musique de Bach pour la restituer, alors flamenco, tango, musique klezmer, etc., puisque Bach est un compositeur qui résiste à tout. Voilà. Voilà, donc pour présenter mes activités qui n'ont rien à voir avec ce qui nous réunit ce soir. Si, il y a la passion qui fait le lien entre les choses, puisque, bon, par rapport à Bernard Aimable Dupuy, il y a cette volonté aussi de faire connaître des musiques, d'aller chercher justement des musiques, de ne pas rester sur ce que tout le monde joue, mais de faire œuvre au fond de trouveur quelque part, hein, de musique. Bernard Aimable Dupuy, c'est une période évidemment de la musique toulousaine. Je pense que là aussi c'est un point important, c'est-à-dire la mise en valeur d'un trésor musical régional, puisqu'on a toujours évidemment dans notre système français, on parle beaucoup des compositeurs, disons, parisiens, ou du moins de cette région-là, et on parle beaucoup moins des compositeurs des régions qui ont pourtant eu souvent de grandes carrières et ont composé de la très belle musique. Alors moi, ce que je voulais vous demander, Michel, qu'était la musique, au fond, à Toulouse, à cette période où va naître Bernard Aimable Dupuy, c'est-à-dire 1703 ou 2, je ne sais plus. 1707, absolument. 1707. Voilà. Alors, eh bien, la musique, évidemment, est très importante. Elle est comment dirais-je, essentielle dans la vie toulousaine, mais la particularité, ben là aussi, comme pour Bach, c'est que la musique a essentiellement un rôle, on va dire, social. Et que ce compositeur, donc Bernard Aimable Dupuy, a d'ailleurs composé l'essentiel de son œuvre pour l'Église. Il a été, donc, comme l'a dit, parce que Jean-Jacques ne s'est pas présenté, vous avez peut-être lu sur les annonces que le modérateur devait s'appeler Didier Descoings, donc quelqu'un qui a fait un travail assez intéressant sur Dupuy, qui est un passionné de Dupuy. Lorsqu'on a terminé la création intégrale, la recréation intégrale de cet opéra il y a quelques années, donc à Audi-Sud, Blagnac, Didier est venu me voir sur scène et il était en larmes. Voilà, comme quoi l'opéra, pas à cause de l'intrigue, parce que pour être tout à fait honnête, l'intrigue de cet opéra n'est pas sa qualité première, je vais vous en parler tout à l'heure, mais par contre, d'avoir assisté à la recréation de cet opéra par ce personnage auquel il tenait beaucoup. Et donc, la musique est beaucoup, l'essentiel de la musique qu'a composé donc Bernard Aimable Dupuy n'échappe pas à cette règle, c'est-à-dire il a commencé comme chantre, étant enfant, employé donc par le clergé toulousain, alternativement à Saint-Étienne et à Saint-Cernin, qui étaient les deux grands pôles, disons, d'activité religieuse et donc musicale. Et l'essentiel de la musique qu'on a retrouvé de lui est donc de la musique religieuse. On a, à part ça, quelques autres œuvres qu'on pourrait qualifier à signification sociale, qui sont des œuvres pour des célébrations, pour des personnalités qui passaient par Toulouse, par exemple, qui étaient reconnues, qui passaient par Toulouse. On demandait aux compositeurs un peu connus de l'époque, donc, de composer une œuvre pour célébrer la venue de tel personnage. Mais, vous le voyez, la musique avait essentiellement comme rôle un rôle social, soit religieux, soit donc de célébration. C'est le même rôle exactement que Jean-Sébastien Bach en Allemagne, sauf que il avait un poste plus important puisqu'il a fini cantor de Leipzig, qui était un poste extrêmement important, puisque c'est lui qui composait la cantate hebdomadaire et parfois 2-3 cantates dans la semaine pour donc l'essentiel des fêtes religieuses. Alors que Dupuy a passé le concours, si je puis dire, pour être donc chef de musique, hein, voilà, et est arrivé deuxième. Voilà, donc il a beaucoup composé pour l'Église, mais il n'a pas été le personnage le plus important de son temps. Alors cette œuvre-là, par contre, elle est un peu différente. Donc le Triomphe des Arts, voilà, donc ça là je vous en montre l'édition qu'on a faite, hein, qui n'est pas représentative de la magnifique page de couverture du manuscrit qui est à la Bibliothèque du Patrimoine. Elle n'a visiblement pas été composée sur commande. Il semblerait que Dupuy l'ait composée pour son propre plaisir. Ça peut paraître une évidence de se dire qu'un artiste compose, ou qu'un peintre peint, ou qu'un écrivain écrit pour son propre plaisir, mais ça n'était pas le cas à l'époque. Donc pour continuer de répondre à ta question,
Ils étaient employés, soit du clergé, soit de la ville, et ils composaient sur commande. Voilà. Et on va dire que le premier compositeur connu, qui a revendiqué la liberté du compositeur, il y en a eu d'autres avant qui ont essayé, d'ailleurs un fils Bach a essayé, Wilhelm Friedman a revendiqué d'être un compositeur libre, sans patron, on pourrait dire, et c'est d'ailleurs à cause de lui qu'on a perdu beaucoup de cantates de Bach, parce que comme il vivait de manière très difficile de son art, il a vendu la musique de son père. Voilà. Et donc, cette musique s'est trouvée dispersée à cause, peut-être, j'ai envie de dire, à cause de cette revendication de Wilhelm Friedman d'être un compositeur indépendant. En tout cas, le premier génie de la musique qui a revendiqué ce rôle-là, bon, on peut dire il y en a deux, Mozart, en se prenant un coup de pied au derrière, par l'archevêque Colloredo, qui l'a mis dehors en lui disant « Trop de notes, monsieur Mozart, trop de notes », et donc il lui a foutu un coup de pied au derrière, raconte l'histoire, mais surtout bien plus intéressant parce qu'évidemment il a écrit là-dessus, Beethoven, qui a écrit ce mot absolument merveilleux au prince Lichnowsky en lui disant « Ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance, ce que je le suis par moi-même. » Alors je m'excuse pour Beethoven, que j'adore, mais c'est une stupidité parce qu'évidemment, il est lui-même, mais enfin voilà, c'est aussi les hasards de la naissance qui ont fait que c'était un génie, on pourrait dire. Et il rajoute cette phrase « Des princes, il y en aura encore des centaines et des milliers, des Beethoven, il n'y en aura qu'un seul. » Voilà, il avait peut-être un peu le melon, mais Non. c'est une revendication, on va dire, de la liberté de l'artiste qui se dégage de la tutelle de ses employeurs, ce qui n'était donc pas le cas de ce monsieur Bernard Aimable Dupuy, mais alors en son temps comme de tous les compositeurs. Et simplement, cette œuvre, Le Triomphe des Arts, échappe donc visiblement, mais on a assez peu de précision sur sa création, échappe visiblement donc à ses commandes, et il a décidé donc d'écrire un opéra-ballet. Voilà. Opéra-ballet, donc c'est évidemment un genre qui est très en vogue à l'époque, de toute façon. Le livret de cet opéra-ballet est de M. Oudard de la Motte, qui était un académicien, qui avait succédé à l'Académie française au fauteuil de Thomas Corneille, donc du frère de Corneille. Ce monsieur Oudard de la Motte a composé de nombreuses pièces, de nombreux livrets d'ailleurs, pour pas mal de musiciens, et notamment pour un musicien qui s'appelle Michel Delabarre, qui a créé donc l'opéra-ballet Le Triomphe des Arts, même titre et même livret, en 1700 à la cour. Et donc au fond, Bernard Aimable Dupuy réutilise un matériau déjà existant. Oudard de la Motte est mort déjà lorsque ce ballet de Bernard Aimable Dupuy voit le jour, puisqu'il est mort en 1731, si je ne me trompe. Mais le principe, au fond, de réutilisation comme ça était quand même quelque chose d'assez fréquent à l'époque. On utilisait beaucoup tout ce qui avait déjà existé, notamment au niveau littéraire. Donc, qu'est-ce qui fait, au fond, la particularité de cette œuvre? Quelles sont les choses qui font que cette œuvre mérite d'être reconnue et redécouverte? Alors, je crois que la première particularité, c'est que c'est un des deux seuls opéras de cette période baroque qui ait été créé en province. Parce que si on dit qu'à l'heure actuelle, la France souffre d'un grand centralisme, alors qu'est-ce que c'était à l'époque, évidemment, juste après Louis XIV. Donc, je parle de Louis XIV, l'opéra date de 1733, donc Louis XIV était mort depuis une vingtaine d'années. Mais évidemment que c'est la figure tellement la plus représentative de ce centralisme français que c'est important, disons, de l'évoquer. Voilà. Et donc, deux opéras en tout en France, dans la période baroque, créés ailleurs qu'à la cour, soit à Paris, soit à Versailles, soit à Fontainebleau, comme me le disait tout à l'heure Jean-Jacques. Le deuxième à Marseille, et donc le premier à Toulouse. Voilà, le Triomphe des Arts. Ça, c'est déjà une première particularité. La deuxième particularité, c'est que elle est plus personnelle, j'ai envie de la présenter comme ça. Donc, l'histoire de cette recréation, c'est une commande, en réalité, une commande qui a été effectuée donc, à un musicien indépendant du XXe et du XXIe siècle, qui s'appelle Michel Brun, qui ne dépendait pas d'un employeur, voilà, qui était un intermittent du spectacle. J'ai l'habitude de dire ça, que Beethoven est le premier intermittent du spectacle. Voilà. Et donc, c'est le festival La Novella. Peut-être un certain nombre d'entre vous se souviennent de ce festival qui maintenant n'existe plus à Toulouse, mais qui avait cette volonté donc, de mêler artistes et scientifiques, de faire se rencontrer artistes et scientifiques. Et une année,
la thématique de ce festival était mémoire au singulier, mémoire au pluriel. Et j'ai donc reçu la commande de la part de la directrice de ce festival, qui s'appelle Catherine Guien, de recréer une œuvre musicale de l'époque de Toulouse qui évoque la mémoire musicale toulousaine. Voilà. Et j'ai donc répondu à cet appel d'offres, j'ai envie de dire. J'ai fait quelque chose que beaucoup de directeurs d'ensemble, beaucoup de chefs d'orchestre font, et que moi je fais très peu. Je me suis rendu donc dans une bibliothèque, évidemment, puisque mon répertoire à moi et à nous, à l'ensemble baroque, c'est plus Bach que d'autres. Bach, je suis désolé, mais il n'y a rien à découvrir. On a découvert par hasard, comme on a découvert un Caravage dans un grenier à Toulouse, vous le savez, il y a quelques mois, on a redécouvert une partition très brève de Jean-Sébastien Bach, il y a 5-6 ans, qui ne présente pas un grand intérêt d'ailleurs, mais enfin bon, c'est toujours intéressant évidemment de retrouver quelque chose, mais enfin je crois qu'à peu près l'essentiel de Jean-Sébastien Bach est redécouvert. Donc mon travail essentiel ne se passe pas dans les bibliothèques. Je suis allé à la bibliothèque quand même du patrimoine de Toulouse, où il y a donc un fonds musical exceptionnel, sur lequel un musicologue toulousain, malheureusement décédé, a fait un travail exceptionnel, il s'appelait Jean-Christophe Maillard, et je me suis aussi appuyé sur son avis, on a discuté ensemble, et il m'a dit, écoute voilà, moi qui ai travaillé beaucoup sur le fonds musical toulousain, il y a une œuvre que je rêverais de voir remonter, qui est donc ce Triomphe des Arts. Alors je vais être tout à fait franc, j'ai regardé la partition est absolument magnifique, comme souvent à cette époque-là. En particulier la couverture, il y a une gravure absolument splendide qui est reproduite dans ce magnifique ouvrage que vous pourrez vous procurer tout à l'heure et que j'accepterai volontiers de vous dédicacer si ça vous intéresse. Et donc, j'entreprends ce travail très important de réhabilitation de la partition. Parce que cette partition, nous l'avons retrouvée à la Bibliothèque du patrimoine de manière fragmentaire. Comment ça, fragmentaire? La totalité de l'œuvre y est, mais de la manière suivante. C'est ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. Il ne reste que ce qu'on appelle un conducteur, qui devait être la partition qu'avait le chef d'orchestre quand l'œuvre a été créée, probablement Dupuis, je suppose. La partie de dessus, le premier violon, si vous voulez, de l'orchestre, la partie de basse, donc le violoncelle, la contrebasse, le clavecin, et rien au milieu. Pas de partie de second violon et pas de partie d'alto qui compose, on va dire, l'intérieur de l'orchestre. Voilà. Presque pas d'indication d'orchestration, flûte, hautbois, basson, etc. Et bien sûr, les parties vocales. Par contre, elles y étaient toutes. Et donc, il a fallu reconstituer, sur une œuvre qui dure 3 heures quand même, toutes les parties intermédiaires, c'est-à-dire le second violon et l'alto, recomposer cette musique qui avait été perdue. Voilà. Probablement perdue parce qu'elles ne figuraient pas, elles n'ont pas d'aspect essentiel sur le plan du déroulement de l'œuvre et sur le plan de la mélodie. Donc elles ne figurent pas, pour ne pas que le chef ait trop de pages à tourner, elles ne figurent pas dans la partie du chef d'orchestre. Et donc le copiste avait dû les écrire, les poser sur les pupitres des musiciens en question, qui peut-être sont partis avec à la fin de la création, comme font beaucoup de musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse de nos jours, et on a perdu la partition. Voilà. Là, il n'y avait pas la photocopie. Nous, maintenant, on est aidés par ça. Donc maintenant, on photocopie la partition des musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse pour éviter d'avoir à racheter le matériel. Voilà. Mais à cette époque-là, la photocopie n'existait pas et donc on n'a pas retrouvé ces parties. Ça a été un travail énorme de reconstitution, donc sur 3 heures de musique, de ces parties intermédiaires. Et on a entrepris ça, je vous avouerai, donc que moi je l'ai entrepris plus sur un plan, on va dire, un intérêt patrimonial et historique. Et puis, au fur et à mesure que donc le musicologue Jean-Christophe Maillard et une de ses anciennes élèves, malheureusement elle aussi décédée, Françoise Escande, reconstituaient cette partition et que je commençais à la lire et je me disais, mais c'est juste magnifique. C'est-à-dire que l'intérêt strictement historique et patrimonial et la commande qui m'avait été passée, disons, par le festival, se sont complètement transformés et je suis tombé amoureux de cette œuvre, littéralement, et je me suis dit que ce compositeur, que je ne connaissais pas, pour être tout à fait honnête, je connaissais le nom, j'avais vu, il y a eu un enregistrement qui a été fait il y a quelques années auparavant de ses œuvres, mais c'est tout. Voilà. Aucune partition, je pense, éditée en édition moderne. Donc, bon, voilà, on se dit, d'accord, si c'est le cas, c'est donc bien qu'il n'était pas intéressant. Hein. Si sa musique n'est pas éditée, si elle n'est pas enregistrée, voilà, c'est qu'elle ne mérite pas mieux. Et en réalité, petit à petit, au fur et à mesure que les musicologues me livraient les partitions, j'étais en train de m'apercevoir que c'était une œuvre absolument
magnifique. Et ça s'est confirmé tout au long du travail de réhabilitation, tout au long de notre travail musical pour réciter cette œuvre. J'en parle dans le prologue de ce bouquin. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait et qui est complètement exaltant pour un musicien, mais en même temps extrêmement inquiétant. C'est-à-dire, on travaille du Bach. On a des éditions critiques. Maintenant, on a un appareil éditorial extraordinaire. L'éditeur, si c'est un bon éditeur, va nous mettre les 7 ou 8 versions en regard. Là, Bach, il avait mis cette liaison qu'il a supprimée de la deuxième fois quand il a repris cette cantate. Il l'a remise la troisième fois à Leipzig. Bon, voilà. On a un appareil critique, on a des partitions d'une qualité extraordinaire. Toutes les cantates ont été maintenant enregistrées au moins par 7 ou 8 grands chefs. Gardiner, Ton Koopman, Harnoncourt, etc., Suzuki, etc., etc., Herweg. Voilà. Et donc, on peut écouter ces enregistrements pour appuyer son interprétation. Là, rien. Pas d'appareil critique sur la partition, aucun enregistrement, et aucun enregistrement même de Dupuis, à part un. Donc, voilà, sur de la musique religieuse, donc qui ne concerne pas du tout cette œuvre. Donc, en même temps, c'est exaltant pour un musicien, et en même temps, quelques petits moments de panique, surtout que donc, vous l'avez compris, je suis plus spécialiste de la musique de Bach que de la musique française, qui est une musique très particulière à l'époque, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure. L'opéra-ballet était un genre en vogue uniquement à l'époque. Et vous savez pourquoi c'était un genre uniquement en vogue en France à l'époque? Parce que nous avions ce roi, Louis XIV, qui était un roi danseur. Et que donc, il voulait ne rater aucune occasion de se mettre en valeur. Il s'aimait beaucoup. Je pense que vous l'aviez remarqué. Il s'aimait beaucoup. Il paraît qu'il dansait très bien et qu'il avait le jarret magnifiquement moulé par son collant. Et donc, il voulait se montrer. Et donc, il était devenu une tradition. Il n'avait même plus besoin de le demander à ses compositeurs que quand il compose un opéra, il y ait beaucoup de danse. Et le roi montait, dansait pour se montrer, pour montrer ses qualités de danseur. Ça va jusqu'à... Imaginez-vous, c'est merveilleux, je trouve, le despotisme. J'aurais rêvé être tyran. Lorsqu'il vieillit, il ne peut plus danser avec la même agilité. Et donc, il y a un édit royal qui ralentit le tempo du menuet dans la France. Voilà, c'est merveilleux, je trouve, voilà, d'avoir le droit de faire ça. Je voudrais ralentir le tempo du rock. Voilà. Ceci dit, on a eu un président qui a ralenti le tempo de la Marseillaise. C'est pour ceux qui s'en souviennent. Giscard d'Estaing a donc ralenti le tempo de la Marseillaise. Voilà. Voilà. Donc pour parler de cette œuvre. Alors, donc ce travail au début, on va dire que j'ai entrepris très honnêtement, sans passion particulière, s'est transformé en quelque chose d'absolument exaltant que j'ai partagé avec les choristes et les musiciens de l'ensemble. Ce côté aussi, donc voilà, continent à découvrir. Et donc, nous avons fait cette création en 2 temps. Pour le festival La Novella, 2 actes, ce qu'on appelle des entrées dans un ballet, des entrées de danse, 2 des 5 actes ou des 5 entrées. Et puis donc, comme nous avons mordu à l'hameçon, nous n'avons eu de cesse de créer l'opéra en entier. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard peut-être, nous avons créé l'intégrale, donc de recréer l'intégrale de cet opéra. Alors, j'en terminerai pour cette question. S'il pose encore beaucoup de questions, je suis inquiet pour vous au niveau de l'horaire. Voilà. En disant ceci. Bien sûr, ça arrive de recréer des œuvres. Mais là, c'était particulièrement fort du fait de ce que j'ai dit, mais aussi d'un autre fait. C'est que cette œuvre, on ne sait même pas si elle a été créée, en réalité. Il n'y a pas de chronique, de texte de l'époque qui nous disent « Nous avons entendu ce dimanche après-midi ou ce lundi soir ou je ne sais quoi, à l'Opéra de Toulouse, j'en parlerai dans un instant, qui n'était pas le Capitole, nous avons entendu une œuvre de ce jeune compositeur plein de promesses qui s'appelle Bernard Aimable Dupuis. Rien. Cette œuvre dirigée par un tel, jouée, chantée par Mademoiselle Truc, etc. Rien là-dessus. Il est probable qu'il a été créé, qu'il a été joué une fois, et en 1733, et depuis, plus rien. Rendez-vous compte, c'est quand même extraordinaire. Moi, je sais que ça ne m'arrivera probablement plus jamais dans ma vie de musicien, d'avoir un rôle aussi important, de recréer une œuvre géniale, j'hésite pas à dire le mot, en tout cas de très haut niveau, qui n'a été jouée qu'une seule fois, et encore, en est-on sûr. Voilà. Donc, beaucoup d'intérêt à donner cette œuvre.
Peut-être serait-il judicieux d'écouter quelques extraits de cette œuvre maintenant, avant de passer ensuite à l'aspect maçonnique. Tout à fait. Alors voilà, je vous propose, alors pour terminer, donc comme nous savions que ce serait certainement une occasion unique de la donner, on a cherché à la redonner. Il y a parmi vous dans le public une personne qui a beaucoup œuvré pour ça, mais malheureusement nous n'avons pas réussi, tout simplement, pour l'instant en tout cas, tout simplement parce que nous voulions la redonner mieux. C'est-à-dire que nous l'avons créée, lorsque nous l'avons créée, j'ai réfléchi à cette chose-là, il fallait que ce soit possible, c'est-à-dire financièrement possible. Vous savez que l'opéra coûte extrêmement cher, hein, c'est la forme d'art probablement vivant qui coûte le plus cher, et du fait qu'elle met en œuvre évidemment plein de compétences, l'aspect musical, l'aspect théâtral, l'aspect décor, l'aspect costume, l'aspect mise en scène, etc., etc. Et donc c'est assez problématique l'opéra. Et donc je voulais que si on la rejoue une deuxième fois, on la rejoue vraiment comme elle avait pu être présentée à l'époque du Puy, c'est-à-dire avec une mise en scène, des costumes, des décors, etc. Là, nous l'avions faite sans mise en scène, sans costume. Nous étions, nous, les musiciens et les chanteurs, en tenue de ville. Mais par contre, quand même, comme c'est un opéra-ballet, je m'étais dit, c'est inimaginable qu'il n'y ait pas de danse. Donc j'avais fait appel à un couple de danseurs baroques, en particulier un chorégraphe danseur, qui est un garçon formidable, un jeune danseur qui doit avoir une trentaine d'années, qui s'appelle Bruno Ben, et qui a fait une création chorégraphique sur cette œuvre. Vous pouvez d'ailleurs en voir des extraits sur YouTube, je l'ai vérifié tout à l'heure. Il a fait un travail extraordinaire parce qu'il a fait un travail qui est aux confins. Alors vous le savez sans doute, la danse baroque, pardon, c'est une danse extrêmement codifiée dans laquelle l'angle où je vais placer les deux doigts de ma main va avoir un sens. Voilà. Et donc, quand on n'a pas ces codes, c'est une danse qui peut paraître un petit peu absconse, qui est très belle. Moi, je suis très touché par cette danse. Je n'en connais pas, évidemment, les codes en profondeur, puisque je suis ni chorégraphe ni danseur, mais j'en apprécie la beauté. Mais je vous avoue que j'ai vu un ou deux spectacles de 2 heures de danse baroque. Je me suis un petit peu ennuyé à un moment donné, parce que, évidemment, quand on n'a pas ces codes-là, ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les cantates de Bach. Quand on n'a pas la correspondance entre le texte et la musique, on passe à côté de beaucoup de choses. Et donc, ce garçon a fait un travail qui est aux confins de la musique baroque et de la danse baroque et de la danse contemporaine. Et je trouve ça extraordinaire pour quelqu'un dont la base de culture est la danse baroque, d'avoir su s'échapper du strict cadre de la danse baroque pour toucher un public plus généraliste, le public d'Audi-Sud, où a été créée cette œuvre. Donc. Et c'était la seule chose à laquelle je tenais absolument, c'est on ne peut pas faire de mise en scène, on ne peut pas avoir de décor, de costumes, etc. Mais on a de la danse. Et si on devait donc la reprendre une deuxième fois, je voudrais qu'il y ait tout ça et que ce même chorégraphe développe l'aspect danse, puisqu'il n'était que 2 et qu'il y ait un vrai ballet à ce moment-là. On a fait un petit chiffrage. 700 000 €, un truc comme ça, pour pas donner l'œuvre. La production, c'est-à-dire avant même de monter sur scène, 700 000 €. Voilà. Et après, le coût des représentations, c'est-à-dire les cachets des musiciens, etc. Mais ça, c'était la production, c'est-à-dire payer le metteur en scène pour concevoir une mise en scène, payer le chorégraphe pour payer le décorateur pour faire les décors, la costumière pour concevoir. Bon, voilà. On n'a donc pas encore eu la chance de le faire, mais on va essayer de le refaire. Alors, comme on s'était dit ça, peu de chances de la redonner, il faut qu'on l'enregistre pour qu'il y ait une trace de cette création. Et donc, nous avons enregistré donc, cet objet qui est là, et l'enregistrement public que nous avons donné de cette création à Blagnac, avec juste ce qu'on appelle des rustines, c'est-à-dire un service d'enregistrement le lendemain matin, qui s'est fini d'ailleurs en eau de boudin. On s'est tous engueulés parce qu'il n'y a rien de pire que de faire de l'enregistrement studio sans en avoir vraiment le temps. On avait un seul service de musicien, 3 heures. Alors, il faut qu'on reprenne à tel endroit entre la minute 2,05 et la minute, etc. Bon, voilà, ça a mal tourné. Donc, en gros, c'est l'enregistrement public qui est là. On en a coupé des bouts pour 2 raisons. Parce que, comme toujours à l'époque, il y a des récitatifs un peu interminables. Voilà. Ce texte de Oudard de la Motte est très typique de l'époque. C'est un français magnifique, mais quand on le lit, il y a le livret à la fin du livre-disque. Quand on le lit, qu'un cœur est prévenu quand sa flamme est extrême. Ça veut dire je suis amoureux de toi, d'accord ? Qu'il trouve de raisons pour aimer ce qu'il aime. Contre mes voeux, la gloire a beau se déclarer, la raison vainement s'arme pour les détruire. Voilà. C'est de la belle langue française, mais un peu alambiqué. Et puis, dès qu'on l'entend chanter,
on se dit « Ah ouais, c'est un vrai talent que d'être librettiste. C'est pas donné à tout le monde. » Ce monsieur Oudard de la Motte est un bon écrivain, il était académicien, mais c'est un remarquable librettiste parce que dès que sa langue est chantée, elle prend son sens. Voilà. Et ça, c'est pas fréquent. Et donc, voilà. Et donc, nous avons coupé quelques passages parce qu'effectivement, il y a quand même des longueurs, en particulier dans ce qu'on appelle les récitatifs, ces moments donc, voilà, où les héros, les héros de l'action échangent leurs sentiments. C'est parfois un peu long. Un passage de l'ouverture. Alors, l'ouverture, c'est très important. C'était codifié, là aussi, par l'opéra, parce que c'était l'entrée du roi. Donc, ça doit commencer par quelque chose de majestueux. Puis, ensuite, il y avait un passage rapide au milieu, et à la fin revenait donc le passage majestueux pour l'entrée du roi. C'était en public, la preuve. Reprise de la partie majestueuse. Puis la partie rapide. Et je profite d'une fin de phrase pour arrêter. Je ne sais pas si vous le découvrez avec moi, je redécouvre, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas écouté, mais je suis saisi par la qualité de cette musique. Vraiment, on est tout près de Lully et tout près de Rameau. Alors c'est le même style, hein, tout près dans le style, mais tout près aussi dans l'inspiration. Je vous assure qu'il y a des ouvertures d'opéra de Lully qui ne sont pas de la qualité de cette ouverture-là. Voilà. Et j'en terminerai en disant que c'est très étonnant parce que cet opéra date de 1733 et donc Bernard Aimable Dupuy était très jeune. Il est né en 1707, il était très jeune et 1733, c'est l'année de création du premier opéra, du plus grand compositeur d'opéra avec Lully, donc de l'époque baroque française, c'est-à-dire Jean-Philippe Rameau. Hippolyte et Aricie est créé donc à Paris en 1733, la même année. Or, on constate en écoutant que visiblement, Bernard Aimable Dupuy, son style s'inscrit entre Lully, qui est déjà mort, et Rameau, qui n'a pas encore écrit d'opéra, ou qui écrit la même année son premier opéra. Or, Rameau n'est jamais venu à Toulouse, et Dupuy n'est jamais allé à Paris. C'est un mystère qu'on puisse dire que Dupuy se soit inspiré de Rameau, ou Rameau de Dupuy. Peut-être, ça veut dire, ça confirme cette idée que beaucoup d'historiens développent, qu'il y a à des moments des sortes de, comment on pourrait dire, de réseaux intellectuels qui s'établissent par-delà la distance, disons, au-delà des rencontres, pour faire que des grands créateurs se retrouvent presque sur le même plan à un moment donné. Voilà. Voilà donc pour la présentation. Un dernier mot, le triomphe des arts. Alors, deux choses, ces 5 entrées totalement indépendantes qui chacune glorifient un art. La poésie, la peinture, la sculpture, l'architecture qui était considérée comme un art à l'époque, et la musique. Et donc les intrigues sont des intrigues mythologiques. Par exemple, sur la sculpture, c'est l'histoire de Pygmalion, donc ce sculpteur qui sculpte une statue de femme magnifique dont il tombe amoureux. Il rejette donc sa maîtresse. Voilà, alors il y a un passage absolument extraordinaire où il l'envoie vraiment paître, mais avec des mots choisis par M. Oudard de la Motte. Et
Il supplie les dieux de donner vie à cette sculpture, évidemment, pour que son amour puisse se réaliser, et il obtient gain de cause, sa sculpture s'anime, et donc il vit un amour merveilleux avec sa propre création. Voilà. Et chacune de ces entrées donc, prend une histoire mythologique sur le sujet en question. Et donc, aucun rapport entre les cinq entrées, ce n'est pas une histoire continue comme dans l'opéra habituel, mais donc c'est cette structure, disons, en passage habituel, enfin, finalement, que l'on retrouve chez Rameau notamment. Oui, tout à fait, voilà, absolument. Bien, merci Michel pour Avec plaisir. Mais nous allons retourner ensuite au Triomphe des Arts. Hein. Simplement, je me tourne maintenant vers Daniel Chartagnac. 1743-44, je crois qu'il rentre en maçonnerie en 44. 1744, c'est vraiment le début de la maçonnerie à Toulouse. Ça n'est pas très loin en tout cas. Donc, j'aimerais au fond que vous traciez un panorama au fond de cette maçonnerie toulousaine, à partir évidemment aussi de la maçonnerie française hein, en général, hein, mais que vous nous disiez au fond quelles sont les loges qui existaient à l'époque, comment on pouvait entrer dans ces loges, qui étaient les personnes qui étaient dans ces loges, enfin, etc. Tout ce que l'on peut dire sur une activité maçonnique. Merci. Bon, j'espère que je ne vais pas être trop long. Tout d'abord, merci Michel Brun. Michel Brun est un être de passion. Si vous allez écouter les cantates de Bach, comme moi je le fais, vous verrez l'homme de passion et le pédagogue. Et le pédagogue qu'il est. Et comment il fait chanter l'église, puisque c'est dans une église, c'est à Saint-Exupère. Voilà. Et même moi je chante, mais moi je chante à voix basse. Saint-Exupère, d'ailleurs, c'est une église qui vous plaira beaucoup. Elle se trouve à côté du théâtre d'Agnès Sorano. C'est une église qui date qui est à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et dans son cœur, il y a un immense triangle flamboyant, rayonnant, comme par hasard. Pour les maçons, c'est parlant, ça. C'était d'ailleurs la signature d'un grade de maçonnerie qui s'appelait le grade Rose-Croix. Voilà. Alors... Ensuite, vous me parlez, oui, simplement par rapport à Bernard Aimable Dupuy. Alors, le centre baroque de Versailles joue du Dupuy. L'historienne est Françoise Talvar. Françoise Talvar qui a écrit la biographie de Dupuy, qui n'a jamais mis qu'il avait été franc-maçon. Pourtant, on la connaît bien, nous, à l'ITEM. Elle est venue à Toulouse. On lui a montré le registre sur lequel figure le nom de Bernard Aimable Dupuy. Elle l'a photographié, ce registre. Ça ne figure toujours pas. Comme si on ne voulait pas mentionner que Bernard Aimable Dupuy n'a jamais été dans sa vie franc-maçon. Peut-être parce qu'il a composé beaucoup de musique religieuse, mais ça nous renvoie ça au statut de l'artiste au XVIIIe siècle, d'une manière générale, pas seulement les musiciens. L'artiste est un être qui est considéré comme un serviteur. Il est au service de ceux qui passent les commandes. Qu'ils soient peintres, musiciens, sculpteurs, architectes. Et je ne vous parle même pas des comédiens qui ont un statut proche de celui des prostituées. Car ce sont des gens qui se prostituent sur scène. Ils jouent des personnages qu'ils ne sont pas, ils mentent sur scène. Regardez le statut qu'avait Molière au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, quand il est venu jouer à Toulouse, il a été conspué, Molière. Donc Bernard Aimable Dupuy est un être qui va mourir. Alors pourquoi n'est-il pas devenu célèbre, si on peut se poser la question? Probablement parce qu'il n'est jamais allé à Paris, il n'a jamais joué ce jeu de la cour. Il s'est renseigné, mais quand elle lui a expliqué comment fonctionnait la cour, il a dit non, moi je reste à Toulouse. Ça lui a coûté sa carrière, alors que sa musique était appréciée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Louis XV disait à un moment donné, je ne veux de Mottet que de Dupuy. Et pourtant, il est tombé aux oubliettes. Le jour de sa mort, c'est le 10 décembre 1789. Alors il n'a pas de chance en plus. Il meurt juste après le début de la Révolution. Donc dans l'actualité, dans les journaux, on va plus parler de ce qui se passe en politique que de musique. Alors qu'il a travaillé jusqu'au mois d'août 1789. En août 1789, il est encore à recruter des choristes pour le chœur de Saint-Cernin. Il a 82 ans. Il va mourir quelques mois après. Quand il meurt, j'ai consulté, j'ai lu toute la presse de cette époque, l'année 89, 90, 91, rien.
pas une ligne dans les journaux sur Bernard Aimable Dupuy. Ce qui signifie que de son vivant, il était déjà passé en quelque sorte aux oubliettes. Les oubliettes de l'histoire. Et donc il était peut-être condamné à ce qu'on ne parle plus jamais de lui. Et heureusement est arrivé son triomphe, le triomphe des arts, en quelque sorte. Alors Bernard Aimable Dupuy, c'est un personnage qui a fait sa carrière, en quelque sorte, musicale à Saint-Étienne et puis à Saint-Cernin. Il est marié avec la fille d'un grand compositeur, il a des enfants, mais d'autres enfants meurent très jeunes. Il n'est pas épargné dans l'existence et il fait une musique qui est très gaie, qui est très joyeuse. Je vous disais tout à l'heure, qui donne de la pêche, quoi, en quelque sorte. Voilà, ça c'est Bernard Aimable Dupuy. Et lorsqu'il rentre en maçonnerie, il rentre en maçonnerie au mois de juillet 1744 dans une nouvelle loge qui vient de naître, qui s'appelle la loge française. Alors pourquoi française? Parce que les débuts de la maçonnerie à Toulouse, on les situe autour des années 1735. Mais on n'a aucun document, on n'a aucune preuve écrite de l'existence de ces réunions de loges. Alors, Bordeaux, c'est 1732. Pour ceux qui sont abonnés à la revue Renaissance traditionnelle, sans faire de publicité, Renaissance traditionnelle de ce mois-ci, du mois de novembre, numéro 194, vient de publier le plus vieux document maçonnique français qui date donc de 1732 et que l'on a retrouvé en Biélorussie, à Minsk. Il appartenait à ce groupe d'archives qu'on appelait les archives russes. Les archives russes, c'est quoi? C'est lors de l'avancée de l'armée nazie en Europe et en France. Les nazis confisquent dans les loges toutes les archives. Puis ces archives sont regroupées à Paris, puis envoyées à Bordeaux où elles doivent être étudiées. Et là, comme plusieurs groupes de collaborateurs qui travaillent sur les archives n'arrivent pas à des résultats satisfaisants selon Göring, donc vous imaginez le type de renseignement qu'il cherchait, et que les 4 groupes français qui travaillaient là-dessus, dont le plus célèbre est celui de Marquès Rivière, puis il y avait Bernard Fay. Comme il n'arrive à rien, selon Göring, Göring décide que tout sera rapatrié sur Berlin. Et là, arrive Staline. L'armée rouge arrive sur Berlin, s'empare de Berlin, et Staline fait main basse sur les archives maçonniques. On renvoie tout en train à Moscou, et une fois arrivé à Moscou, l'URSS dit « nous n'avons rien ». Et ça, jusqu'en 1999. 1999, c'est des négociations au très haut niveau, quoi. Le Géo est associé, par exemple, mais il a un rôle secondaire, très franchement. Mais c'est reconnu d'ailleurs par le Conseil de l'Ordre de l'époque. Et là, ça négocie entre Chirac, à l'époque c'est Eltsine, il y a Jospin qui se mêle aussi, etc. Voilà, et donc on en arrive au retour de ce qu'on appelle de nos jours les archives russes. Alors, les archives russes, c'est quoi? C'est un train qui revient de Moscou. C'est un train qui revient lorsqu'il arrive à Paris. Le Géo est contacté. Moi, ceux qui sont allés me l'ont raconté. Le Géo est contacté et puis il voit un bordereau avec écrit 20 ML, 20 mètres linéaires. Donc, ils rassemblent 5-6 voitures. Ils se disent 20 mètres linéaires, ça va rentrer dans 5-6 voitures. Et quand ils vont au train, on leur dit vous êtes venus avec 5-6 voitures, mais vous plaisantez. Retourner le bordereau, c'était 120 mètres linéaires. Donc là, évidemment, ils ont fait les malins en disant tout, c'est pas un problème, on va se débrouiller. Bon, ça a été un défilé de voitures, etc. Et ça occupe tout un étage rue Cadet. Et donc, à partir du retour de ces archives russes, on commence maintenant à savoir beaucoup plus sur l'histoire de la maçonnerie qu'on est en train de tout réécrire. Mais il faudra au moins 30 ans. Alors, ça fait déjà maintenant 20 ans, c'est pas mal. Mais on découvre chaque jour des nouveaux documents qui nous montrent que les loges sont nées souvent bien avant ce qu'on en dit. Alors revenons à Toulouse, je ne veux pas être trop long. Vous me dites si je suis trop long, vous me dites stop. Voilà. Moi, il faut me débrancher. Non, continue. Donc revenons à Toulouse. Toulouse, à partir de 1732 à Bordeaux, c'est la loge anglaise qui naît. Et Bordeaux et Toulouse sont en relation à cause d'une seule chose, l'œuvre du monsieur qui est en dessous, là, Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi. Ce canal du Midi, à l'époque, il fait Bordeaux 7, mais on peut remonter par la route assez facilement de Bordeaux à Toulouse. Là, on embarque les marchandises qui vont ensuite jusqu'à 7 et qui vont être commercialisées dans tout le bassin méditerranéen, en particulier vers l'Italie, Venise, etc. Et donc, ce sont essentiellement des commerçants de vin. Commerçants de vin, c'est comme ça qu'on sait par un commerçant anglais et un commerçant de vin.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez le vin, moi je ne connais pas ce vin, mais apparemment c'est un très bon vin, c'est le château Aubryon. Oui, c'est un bon vin. Bon, je te fais confiance, Gaël. Oui. Et donc, c'est à partir d'un courrier d'un commerçant en vin qui écrit, et puis qui dit, voilà, dans mon commerce, je suis allé à Toulouse et j'ai banqueté avec les 2 loges de Toulouse. Il écrit ça en 1735. Donc, il y avait déjà des loges à ce moment-là, dont les noms diffèrent. Mais ces loges, selon la tradition, étaient des loges qui fonctionnaient de manière orale. Pas question d'avoir un écrit, pas question d'avoir de liste. On se réunit dans des endroits différents, souvent des tavernes, les arrière-salles de tavernes. On se réunit en particulier, pour ceux qui font la balade avec moi dans Toulouse, on voit la rue Boyer-Fonfrède, la taverne de la Vache. C'est là où il y a une vache qui vit au bord, sur la Dorade, là, et qui boit l'eau de la Garonne, qui broute l'herbe de la Garonne. On va la traire tous les soirs, et dans la taverne, on vend le lait de la vache. Et les familles viennent consommer le lait de la vache. Et dans les tavernes, il y a toujours une arrière-salle qui permet de sortir en cas de... Si la police arrive par l'entrée, on sort par la porte arrière. Et la police, quand elle arrive, elle surprend des gens en train de manger. Ben oui, ils sont dans une taverne. Ils mangent, ils lisent des textes. Ce sont des gens connus, ce sont des gens de bonne famille, comme on dirait de nos jours. Ce sont des marquis, des comtes. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? On fait des rapports, ce qui veut dire qu'une des sources pour les historiens, c'est les rapports de police. Rapports de police et correspondance privée. C'est comme ça qu'on arrive à retrouver la trace des premières loges maçonniques. Et puis après, des témoignages. Vous avez dans la correspondance du Grand Théâtre de France, en 1772, des frères de la loge de Bernard Aimable Dupuy qui témoignent. Il y en a 6. Il n'y a plus Bernard Aimable Dupuy dans cette loge en 1772. Mais eux, ils sont 6 et ils témoignent. Notre loge s'est réunie pour la première fois le 5 juillet 1743. La loge est créée le 25 juin 1744, c'est le registre qu'on est allé voir ensemble. Voilà. Et là, en juillet 1744, Bernard Aimable Dupuy est initié. Alors, particularité de son initiation, c'est qu'il est initié en tant que frère que l'on appelle à talent, c'est-à-dire artiste. Il est donc initié à titre gratuit, il ne paie rien lors de son entrée. Et le vote a lieu à main levée. On ne vote pas à bulletin secret ou dans un système un peu particulier qui est utilisé en maçonnerie. Bon, on ne vote pas comme ça. Et en tant que frère à talent, il a un statut il est un peu considéré un peu comme un frère servant. C'est-à-dire qu'il est au service de la loge. Ça veut dire qu'on lui demandera, si c'est nécessaire, à l'occasion d'un décès, de composer une musique pour le décès. Bernard Aimable Dupuy, à peine entré, on ne sait pas si on lui demande, je pense qu'on ne lui a pas demandé, mais il se propose pour aller visiter la loge de Bordeaux. Car il y avait la même loge française, à Bordeaux. Alors pourquoi ces noms de française? C'est qu'à Bordeaux, il y avait déjà eu une première loge qui s'appelait l'Anglaise, fondée par des Anglais, où on faisait les tenues en anglais. À Toulouse, la première loge fondée en 1741, le 2 décembre 1741, c'est une loge fondée par un Irlandais, le comte Richard de Barneval. Barneval est tout simplement le neveu du grand maître de la franc-maçonnerie irlandaise. Donc il arrive à Toulouse, il crée une loge qui n'a pas de nom, qui est une loge de Saint-Jean, comme étaient toutes les loges à leur origine. Et donc Richard de Barneval, lui, il fonde ça en 1741. Là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a quelque chose de très intéressant à Toulouse, c'est qu'en 1742, on va apparaître une loge féminine, qui est tout de suite dénoncée par l'archevêque de Toulouse, Monseigneur de la Roche-Aymon, qui écrit au surintendant de la police, le cardinal Joly de Fleury, et il lui écrit « Il y a une loge à Toulouse, il faut la faire fermer. N'oubliez pas la bulle de 1738, in eminenti, qui condamne la franc-maçonnerie. » Le cardinal Fleury de Joly, il n'y a pas de problème, il écrit au président du Parlement de Toulouse, M. Guillaume de Nups, et il lui dit « Vous me fermez cette loge. » Ce qu'il ne sait pas, Fleury de Joly, c'est que Guillaume de Nups est le vénérable de la loge française. Et donc la maçonnerie va poursuivre son évolution. Vous avez encore l'hôtel de Nups, là, hein, qui est rue de la Bourse.
Voilà, c'est là qu'est née cette loge française, la loge de Bernard-Aimable Dupuy. C'est là que s'est réuni Bernard-Aimable Dupuy. C'est là qu'il a été initié. Voilà, et donc ensuite, on le retrouve donc allant à Bordeaux. Et montant à Bordeaux, alors c'est un autre aspect de la franc-maçonnerie, montant à Bordeaux ce qu'on appelle une colonne d'harmonie. Car les tenues maçonniques sont toujours ponctuées par de la musique. Or, ce sont des petits ensembles. Hein. N'imaginez pas un orchestre symphonique là, hein, qui rentre en loge. Hein. Ce sont des petits ensembles qui accompagnent les tenues. Parfois même, et ce sera le projet qui sera émis à Toulouse, pour pouvoir initier tous les musiciens que l'on veut, on crée une loge spécifique à côté de la loge française. Comme la loge française ne veut pas être critiquée par la loge de Barneval en disant on crée une loge de musiciens et en gros on la chapeaute, on demande à un atelier parisien qui est composé de musiciens qui s'appelle Saint-André-des-Arts, qui se réunit dans le quartier de Saint-André-des-Arts, probablement dans un célèbre café qui est le café Procope, et chez Procope où allait Voltaire. Et c'est cet atelier Saint-André-des-Arts qui fonde un autre atelier ici qui se nomme Saint-Joseph-des-Arts. 1745, février. Et au mois de juin 1745, les deux loges, la française et Saint-Joseph-des-Arts, fusionnent pour fonder celle-ci, la française des arts. En réalité, ici, il y avait Saint-Joseph. En 1868, le vénérable de la loge est ni plus ni moins que le maire de Toulouse, Camille Urnac, un bouffeur de curé, un anticlérical notoire, hein, très, très connu, et qui lui-même ne se privait pas de dire qu'il était un bouffeur de curé, et qu'il serait élu sur ce programme-là. Camille Urnac fait voter par la loge la suppression de Saint-Joseph. On prend donc un ciseau, on coupe ici, on raccourcit l'étendard, on enlève Saint-Joseph, l'original est au musée du Géo, ça c'est une copie. Mais ça vous explique aussi pourquoi, quand on replante les lettres, on les plante à l'horizontale et non pas en art de cercle. Alors ensuite, Bernard-Aimable Dupuy, on perd un petit peu sa trace en maçonnerie. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans les années 1780, il a fait des procès aux évêques de Toulouse pour des raisons d'émolument, des raisons de salaire. Il est mort, on ne peut pas dire dans la misère, mais enfin, c'était pas très brillant. La fin de sa vie n'est pas très très brillante. Il a fait amende honorable d'ailleurs. Il a fait amende honorable pour être réintégré. Il a donc été exclu alors je ne me souviens pas si à cette période-là il est employé par Saint-Étienne ou Saint-Cernin, mais il a été exclu et il est parti à Saint-Bertrand-de-Comminges, semble-t-il, à ce moment-là, pendant une petite période, et il a fait amende honorable pour être réintégré. C'est vous dire la situation, donc ce dont je parlais au début de cette intervention, la situation dans laquelle étaient les artistes à l'époque, c'est-à-dire vraiment, ils devaient allégeance, hein, vraiment. Et cet homme de 80 ans bientôt, quand il a été exclu, il n'avait pas tout à fait 80 ans, mais enfin, il était quand même déjà âgé, qui avait donc servi pendant toute sa vie avec sa musique liturgique, qui avait servi ses employeurs, se retrouve donc à la rue et doit faire amende honorable, donc accepter probablement des conditions financières indignes pour pouvoir quand même gagner quelque chose. Voilà, je crois que c'est quand même très riche d'enseignements sur ce qu'était la place de l'artiste, disons, à cette époque-là. Voilà, rien à voir, mais j'y repense parce que Daniel a parlé donc de différents lieux, de Saint-André, etc., de différents lieux. Je vous ai dit tout à l'heure que donc, si cette œuvre a bien été créée, ça n'a pas été au Capitole, à Toulouse. Est-ce que le théâtre du Capitole, alors là c'est un manque de ma part, j'aurais dû regarder avant cette intervention, est-ce que le théâtre du Capitole existait déjà et que ça n'a pas été créé là, ou est-ce qu'il t'a d'autres... En tout cas, ça n'a pas été créé là. Vous savez où a été créé cet opéra? À l'Opéra de Toulouse, de l'époque. Et cet opéra se trouve à l'emplacement actuel de l'ancien cinéma Utopia, qui s'appelle maintenant de cet épouvantable nom l'American Cosmographe. Si vous allez à l'American Cosmographe, ce que je vous conseille parce que leur programmation est de qualité, quand vous descendez, ce qu'on ne fait jamais, retournez-vous et vous verrez une magnifique fresque, un bas-relief sculpté, qui est la seule et unique
trace qui nous reste de cet opéra toulousain. Voilà, et c'est là donc probablement que cette œuvre a été créée et jouée. Voilà. Juste un petit point, cette fresque a été créée par François Lucas, un franc-maçon toulousain. C'est lui qui a créé, qui a sculpté la fresque au Pont Jumeau lors du centenaire de l'inauguration, 1781, lors du centenaire de l'inauguration du canal du Midi. 12 blocs de marbre de Carrare qu'il est allé lui-même sélectionner, qu'il a fait revenir en bateau par la Méditerranée, remonté par le canal du Midi, qu'il a sculpté sur place. Vous verrez le tableau qui représente en réalité l'inauguration de cette fresque par le cardinal Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, franc-maçon, qu'on n'a jamais vu dans une loge toulousaine, mais franc-maçon. Ouais. Celui dont le roi Louis XVI a dit, lorsqu'il a été nommé cardinal de Toulouse, « Il nous eût plu que l'archevêque de Toulouse crût en Dieu. » Hein, Loménie de Brienne, avec sa cour et ses maîtresses. Très grand urbaniste, Loménie de Brienne, plus passionné par l'urbanisme que par la religion. Voilà. Donc François Lucas, c'est aussi les 2 statues que vous avez à Saint-Cyprien, hein, le Languedoc et la Guyane-et-Gascogne. Hein. François Lucas, c'est aussi des sculptures que vous trouvez un petit peu partout au château de Saint-Élix. Tiens, le château de Saint-Élix, c'était le château du duc d'Antin. Grand maître, décédé en 1743. Et cette loge-là, la française, tenait sa patente de ce grand maître-là. Ce qui veut dire que quand alors c'était un parent du duc d'Antin, hein, le comte de Caraman, Pierre-Victor François, comte de Caraman, seigneur de Roissy et d'Albias. C'était son titre. Puisqu'il était en même temps seigneur des terres de Roissy. Lorsque vous atterrissez en avion à Roissy, vous atterrissez sur les terres du comte de Caraman pour avoir une pensée émue à l'égard du comte de Caraman et de la maçonnerie toulousaine, bien entendu, et de la française, bien entendu. Voilà. Et donc, oui, je ne sais plus, on était sur le... Moi, j'avais fait cette petite... voilà. Oui, donc c'est François Lucas qui voilà, sculpte. Voilà. Et regardez, si vous avez l'occasion, c'est absolument... c'est dans son style, on reconnaît tout à fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce bas-relief, mais qui connaissent donc les sculptures des ponts jumeaux, c'est tout à fait dans le même style, c'est absolument splendide, et c'est incroyable qu'on n'ait pas d'autres traces de cet opéra à Toulouse. Quoi, voilà. Oui. Donc c'est François Lucas. Quant au théâtre, il y en avait un tout petit qui était à l'emplacement actuel de l'hôtel de l'Opéra. Et il y en avait un autre qui était un peu itinérant en bois, qui se trouvait à peu près entre le bâtiment du Capitole et la poste rue Lafayette. Là, hein. Voilà, en travers, là, il y avait un théâtre. C'est dans celui-là que jouait Molière. Il y avait également un théâtre improvisé à la salle du Jeu de Paume, qui est maintenant le bâtiment des Nouvelles Galeries. Molière a joué là également, avant de se faire rejeter, puisqu'il avait composé une farce que Pierre Godolin, hein, Pierre Godolin, qui était son grand ami à Toulouse, Pierre Godolin lui avait raconté l'histoire de ce médecin toulousain qui n'arrêtait pas de se tromper dans ses diagnostics. Et donc Molière a fait une farce pour faire rire les Toulousains, pour se moquer de ce médecin toulousain. Manque de chance, ça s'est retourné contre lui. Le public a cru que ce petit Parisien de Molière venait se moquer des Toulousains chez eux. Il n'a jamais pu remettre les pieds à Toulouse à cause de ce malentendu. Mais il venait toujours voir Pierre Godolin, avec qui il buvait bien. Vous avez un tableau de Debat-Ponsard qui se trouve dans la salle du conseil municipal, la salle de délibération, qui représente Molière et Godolin en train de boire et de lever le verre, etc. Dans le quartier, tout le monde savait que Molière arrivait parce qu'ils entendaient les éclats de rire. Voilà. Voilà, et peut-être alors je voulais rajouter un petit mot donc sur cet ouvrage. Donc il lui parle de l'aspect maçonnique de Dupuy, contrairement à la biographie dont tu parlais tout à l'heure. Et voilà, lorsqu'on s'est trouvé en possession de cet enregistrement, qu'on l'a eu, qu'on a retravaillé, qu'on l'a monté, qu'on a coupé des bouts, etc., on a réfléchi et on s'est dit, on va publier un CD. Alors, c'était déjà, ça date de quelques années, 2 CD.
Il en aurait fallu 3 en réalité, si on avait gardé la totalité de l'œuvre, donc. Mais comme on l'a réduite, ça logeait dans 2. Et c'était déjà il y a quelques années, vous le savez, la grande crise de l'enregistrement de la musique, et en particulier de la musique classique. C'est-à-dire que j'ai appris il n'y a pas longtemps que quand l'Orchestre du Capitole, avec son chef actuel, incroyable, enfin remarquable musicien et très médiatisé, Tugan Sokiev, a enregistré un disque sur une des œuvres les plus célèbres du XXe siècle, qui s'appelle Le Sacre du printemps de Stravinsky, qui a été multi-récompensé par toutes les revues de musique. Ils en ont vendu 80, un truc comme ça. Voilà une idée de la crise du disque. Voilà. Alors nous, avec notre Dupuis, compositeur totalement inconnu, dirigé par Michel Brun, et joué par un ensemble totalement inconnu, on s'est dit, là, on risque fort le bide. Donc, on a réfléchi et on a essayé de lui donner un écrin différent pour le faire sortir, on va dire, du strict cadre du CD. Voilà. Donc, bien sûr, il y a les CD qui sont sur les 2 pages de début et de fin. Et c'est un livre, en réalité, on a profité de l'objet même de l'opéra, le triomphe des arts, donc pour écrire un livre dont le sous-titre est Toulouse, les arts à Toulouse au siècle des Lumières. Et donc, nous avons demandé à des universitaires de faire un texte sur chacun des arts illustrés par Dupuis, à l'époque de Dupuis. Voilà. Et donc, il réunit, alors il y a toute une partie, qui reprend ce que je vous ai expliqué sur le travail de réhabilitation, etc., etc. Une biographie de Dupuis qui n'omet pas donc son aspect maçon, et puis donc des textes et des illustrations. J'en prends une tout à fait, au hasard, voilà, et donc qui illustre le travail fait par ces créateurs toulousains dans chacun des domaines qui illustrent le triomphe des arts. Voilà. Je reviens 2 secondes sur ce que disait Daniel au niveau de Lucas. Bon, tu as parlé là, notamment de le Languedoc et la Gascogne. N'oublions pas qu'à Toulouse, on était en Gascogne, sitôt passé le Pont-Neuf, et que ce côté, c'est-à-dire le côté Esquirol, nous étions encore en Languedoc, et qu'il y avait donc 2 langues au fond à Toulouse, c'est-à-dire le languedocien pur et dur entre guillemets, et le gascon de l'autre côté, et qu'il y a toujours eu cette rivalité entre les deux langues, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, puisque les Gascons, au fond, ne vous disent pas disent enfin que leur langue est une langue à part entière et n'est pas l'occitan. C'est une petite bataille qui existe entre les Occitans purs et durs, on va dire, c'est-à-dire les Languedociens, qui se considèrent comme les détenteurs, au fond, de la langue occitane, de la pure langue occitane. Les Provençaux, qui sont encore, là aussi, pour eux, il n'y a que le provençal, parce qu'ils s'appuient sur les textes du XIIIe siècle, notamment de Dante, qui parle de la langue provençale. Bon, il en parlait en italien, bien évidemment, mais enfin, c'était ce que l'on appelait autrefois la langue occitane. Et donc aussi les Gascons. Donc, vous voyez que le monde occitan, qui est un vaste domaine à la fois territorial et linguistique, eh bien, il y a quelques petits problèmes à l'intérieur, finalement, qui font que cette langue occitane n'est pas reconnue comme elle devrait l'être aujourd'hui. J'en profite pour faire cette incise dans quelque chose de musical, mais je pense qu'aussi ça fait partie de notre vie toulousaine. Voilà, donc par rapport au triomphe des arts, et je pense que là encore, il va falloir qu'on écoute un peu de musique pour terminer. Et aussi une petite chose, cette donc Française des arts existe toujours, bien évidemment. Donc il ne faut quand même pas oublier que tout ce qui est là, certes, ce sont des bannières d'ateliers qui ont été créés, là je vois 1750, enfin, etc. Ce sont des ateliers qui existent toujours, d'où l'idée quand même, la permanence au fond des valeurs maçonniques, à travers évidemment des histoires différentes, des moments différents, mais je pense que l'esprit reste là. Pour peut-être conclure, peut-être après aussi éventuellement pour ceux qui ont encore un peu de temps et un peu de courage, quelques questions si vous le souhaitez. Pour faire une petite séparation entre les deux, donc un petit peu de musique. Alors évidemment, il faut entendre de la musique vocale, ça nous permettra d'entendre non seulement la voix, mais aussi bien sûr le texte de Oudard de la Motte et la mise en musique donc de Dupuis. Donc la première entrée, c'est l'architecture et on parle d'un temple élevé à Apollon.
Ça, c'est pour vous frustrer. Et c'est un geste commercial, donc, pour vous donner envie d'acheter. Alors, ce magnifique ouvrage, quand même, 25 €, 2 CD et un livre d'art. Voilà. Hein. Et alors, juste une chose que je n'ai pas dite, mais qui me semble intéressante, c'est que, comme c'est un opéra d'un compositeur toulousain, qui n'a pas été écrit à Paris, qui n'a pas été créé, pardon, et joué à Paris, eh bien, faisons la nique aux Parisiens. Tous les solistes que vous entendez ici, l'ensemble qui joue, le chœur qui chante, donc l'ensemble baroque de Toulouse, le chœur baroque de Toulouse, et tous les solistes que vous entendez là sont des Toulousains, issus de l'extraordinaire école de chant toulousaine, hein, et en particulier du conservatoire. Voilà, je suis moi-même parisien. Mais je me sens tellement bien dans cette ville que je l'ai oublié. Peut-être donc quelques questions sur Bernard Aimable. Aimable, hein, c'est avec un Y d'ailleurs, c'est Aimable, qui est le nom occitan d'ailleurs, le prénom occitan. Voilà, donc à la librairie Ombre Blanche, hein, au stand de la librairie Ombre Blanche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous en avez envie, je ne le suscite pas, hein, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord pour le dédicacer parce que c'est quelque chose c'est un projet auquel je tiens tellement et qui m'a tellement apporté que voilà, j'en suis en même temps fier et en même temps heureux de le diffuser. Voilà. Bonsoir. Donc tout d'abord, merci pour cet exposé, ce partage de connaissances qui était très intéressant. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup d'informations, donc ça va peut-être être confus et je ne vais pas m'exprimer peut-être clairement. Mais je m'attendais vraiment aussi à un parallèle avec l'époque actuelle et la consommation de la musique qui a évolué, car je pense que les arts en général sont en lien entre religion, spiritualité, émotion aussi, ce qui distingue de la réflexion, mais c'est, je pense, un lien de beaucoup de choses intéressantes. Vous avez parlé de société, de communion, et je pense que c'est très politique encore à politiser aujourd'hui, malgré la qualité et la richesse de musique qui se perd quand même par rapport au classique. Et j'aurais voulu savoir du coup si des planches étaient effectuées en loge sur le lien justement avec la politique, et parce que c'est personnel, la musique est subjective aussi, mais je pense qu'il y a des morceaux qui sont temporels, où les paroles sont liées, comme vous le disiez. Et c'est peut-être un peu inquiétant parce que ça signifie qu'on n'évolue pas sous certains aspects de la société, que les constats restent les mêmes. Par exemple, quand on écoute des Léo Ferré, même des poètes tout simplement du début du XXe siècle, où les constats sont vraiment encore adaptables aujourd'hui. Et est-ce que du coup la place politique de la musique est vraiment abordée en maçonnerie? Ce lien est fait, et comment le réhabiliter même, parce que je pense qu'il y a une certaine distance qui s'est créée avec le temps. Donc voilà. Alors là, je pense laisser peut-être Daniel répondre à cette question. Pourquoi moi? Non, oui, la musique est toujours présente, hein, toujours. Et présente et indispensable. Mais elle peut être illustrative, on peut travailler dessus, beaucoup de choses peuvent se passer. Il n'y a plus de rejet peut-être sous la Troisième République. On pouvait entendre par exemple des frères commenter en disant la musique baroque, c'est de la musique de curé. Ça s'est dit parfois. Voilà, parce que c'était perçu comme ça. Alors qu'on voit bien que ce n'est pas religieux. On n'y est pas du tout. Mais c'est peut-être un phénomène culturel qui s'est passé. Parce qu'à partir de la Révolution aussi, c'est des chants. La musique, elle est présente à tous les instants de la vie. La Commune, c'est des chants. Chant des cerises. C'est des choses qui marquent. C'est des choses qui sont profondes. Et donc, et puis des compositeurs, il y en a eu de nombreux. Alors, soit en franc-maçonnerie, soit entre guillemets dans des sociétés initiatiques. Eric Satie était dans une société initiatique. Il n'était pas franc-maçon, mais c'était parallèle. Il ne faut pas confondre les sociétés initiatiques et la franc-maçonnerie. Cagliostro était dans des sociétés initiatiques égyptiennes. Il n'a jamais voulu être appelé franc-maçon. Et pourtant, on a la preuve qu'il a été initié en maçonnerie aussi. Parce qu'il voulait être partout. Il voulait tout voir, il voulait tout connaître. Mozart, bien sûr. Hein,
franc-maçon célèbre, qui écrit de la musique maçonnique comme telle, hein, et qui a glissé dans certaines de ses œuvres. La plus connue d'entre elles, bien sûr, c'est son dernier opéra, La Flûte enchantée, plus que des allusions à la maçonnerie. Voilà. Et donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Répondre, mais je pense que la musique, justement, lorsqu'on est en loge, c'est un outil qui va décorer, dans le vrai sens du terme, va être libéré de ce qu'elle est à l'origine. On en fait ce qu'on veut. Ce qui, à l'origine, veut être dit dans l'œuvre, va servir aux frères et à la sœur qui travaillent à ce moment-là. La liberté. C'est peut-être un peu maladroit, mais voilà. Peut-être également, faut-il préciser qu'en maçonnerie, il existe aussi différentes tendances, on va dire. Bon, il y a des maçonneries symboliques, qui est plus dans un domaine, au fond, d'une réflexion pas ésotérique, mais symbolique, sur différents domaines. Et puis, il y a donc une maçonnerie qui, elle, a une vocation sociétale. Et dans cette maçonnerie-là, notamment le Grand Orient, le Grand Orient de France, mais il y en a d'autres, il y a le droit humain, enfin, il y en a différentes. Là, peut-être que la musique et la discussion sur la musique et son rôle politique ou social devrait être évoquée. Alors, je ne sais pas si elle l'est, parce que bon, je ne pratique pas cette maçonnerie-là, mais voilà, je pense que c'est là qu'on peut trouver peut-être une réponse. D'autre part, en effet, le musicien Mozart, par exemple, par l'humanité qui se trouve dans sa musique, parce que c'est quand même la principale caractéristique de sa musique. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une musique. Il n'a pas fait une révolution dans la musique. Sa musique est dans la suite de ce qui s'est joué au XVIIIe siècle. Mais par contre, l'humanité qu'il a mis dans ses personnages, là, c'est un domaine qui appartient à la maçonnerie. Parce que ça encore, c'est un point qui a été discuté, parce que certains musicologues, par exemple, arrivent à dire que La Flûte enchantée n'est pas un opéra maçonnique, que c'est tout simplement une légende ancienne, enfin, etc., égyptienne, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au fait qu'on oublie souvent le caractère maçon de certains compositeurs. Vous avez notamment Sibelius, par exemple, qui est un maçon notoire. Il y a beaucoup de Haydn, bien sûr. Mais quelque part, cette distinction au fond de la maçonnerie a longtemps été quelque chose de secret. Elle l'est toujours d'ailleurs. Bon, elle a toujours la discrétion, on va dire. Et cet aspect-là fait que quelque part, il y a un petit côté un peu diabolique quelque part dans l'évocation de la maçonnerie, qui fait que beaucoup d'auteurs refusent d'en parler parce que ils ont peur, au fond, quelque part, que leur œuvre et les ouvrages qu'ils écrivent soient, de ce point de vue-là, classés d'une certaine manière et refusés par certaines personnes qui n'admettent pas la maçonnerie, tout simplement. Hein. D'autre part, par rapport à la religion aussi, pendant très longtemps, comme l'a dit Daniel, il y avait des ecclésiastiques en maçonnerie. Hein, donc il ne faut pas forcément opposer les choses. Ça s'est passé simplement à partir de la Troisième République. Hein. C'est ça, où là, vraiment, le Grand Orient a séparé nettement les choses, avec notamment cette idée anticléricale. Mais tout ça, je pense qu'il n'y a pas de systématisation dans les choses. Il y a une évolution, il y a des ponts, des transversalités qui font qu'on retrouve des idées, parce que c'est ça qui est important en maçonnerie, ce sont les idées et les valeurs. Je trouve ça magnifique ce que vient de dire Jean-Jacques. Moi, je pourrais le compléter d'une toute autre manière qui va peut-être vous choquer par rapport à votre question, qui est que, je pratique donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique de Bach au quotidien, que je ne suis pas croyant, et que cette musique m'interroge sur ce plan-là. Voilà. M'apporte peut-être le plus beau de ce que pourrait être la religion, la foi, qui est une interrogation, une réflexion spirituelle, on va dire, voilà. Et je pense que ça, on peut le faire dépasser du cadre religieux et qu'on peut aussi, bien entendu, le trouver dans d'autres cadres de réflexion, y compris la maçonnerie. Voilà. En toute modestie, c'est ce que je voudrais dire. Voilà. Mais je ne sais pas si ça...
Je comprends totalement, mais surtout, ce que je voulais aborder, c'est par rapport au fait que c'est un constat présent, je pense, la musique. C'est un ressenti exprimé par l'artiste. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir une éducation musicale, et, enfin, de classique, etc., de baroque, de pratiquer, maintenant de travailler dedans. J'ai eu la chance de faire ce choix. Et c'est vrai que je ne retrouve pas les mêmes réflexions et la même élévation selon la période historique où a été composée la musique et ce qui a été exprimé. Et du coup, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est un peu entre les générations aussi, c'est quelque chose qui peut unir les gens de par le côté sensible. Et j'ai eu la chance hier d'assister à des conférences où on parlait aussi de communion, de société, etc. et de solutions pour ça. Et je pense que la musique peut en être une, et voilà. Donc je vous rejoins totalement, je ne suis pas choqué, j'aurais aimé l'être. Oui, peut-être que vous posez aussi tout simplement le problème de la place de l'art dans notre société, hein, au sens large. Alors, est-ce que l'art a une place importante dans notre société? Je parle par rapport aux décideurs, hein, je ne parle pas par rapport aux personnes qui sont sensibles à l'art. J'ai mis quelques doutes à ce niveau-là, et c'est probablement dommage parce que beaucoup de problèmes d'aujourd'hui pourraient être réglés à travers l'art, à travers la pratique artistique, à travers la musique ou d'autres manifestations artistiques. Mais je crois que c'est ça le problème en fait. Alors évidemment, là, en effet, la maçonnerie peut éventuellement avoir une opinion sur ce genre de sujet. Je ne sais pas si c'est encore... je pense que c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'art en France, du moins, je parle de la France, à un côté, on est dans du distractif. L'art est une distraction. Alors que non, ce n'est pas du tout une distraction, c'est une éducation. Et donc à ce moment-là, bon, ben, tout le problème est là. Donc quelle place peut-on donner? Il faut revoir cette place au niveau de l'éducation. Je suis frappé d'ailleurs par le fait que le mot utilisé, c'est art. Je trouve ça merveilleux parce qu'il y a un mot qui lui est souvent substitué depuis quelques années, qui est culture, et qui est une espèce de fourre-tout. Je pense que dès qu'on utilise le mot art, comment dirais-je, on situe déjà, voilà, voilà, exactement. Et le problème, effectivement, à l'heure actuelle, c'est que je pense que, enfin, je ne sais pas si c'est que actuel, je suppose que c'est un peu de tout temps. Et on retrouve donc ce que vous disiez tout à l'heure sur cette permanence, hein, voilà, des constatations. Mais donc, l'art est souvent détourné au bénéfice de la culture, entre guillemets, et la culture est utilisée plus utilisée par les politiques qu'elle n'est vraiment vécue et soutenue, quoi. Voilà, à part quelques-uns, bien sûr, hein, qui ont cette vraie fibre au fond d'eux-mêmes, mais que c'est un moyen parmi d'autres, disons, pour gouverner, quoi. Voilà, hein. Et on en a des exemples, évidemment, fameux, et c'est bien dommage. Mais c'est revenir à l'art, avoir cette réflexion sur revenir à l'art et essayer de le rendre accessible. Ouais, voilà, c'est merveilleux. C'est une merveilleuse mission. Et n'oubliez pas qu'au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie, c'est l'art royal. Merci à vous tous.